Deux titres en jeu ce samedi, la revanche intrigante entre Dricus du Plessis et Sean Strickland, mais aussi le combat très serré sur papier entre Weili Zhang et la Khabib féminine Tatiana Suarez. Ce pay-per-view est complété par des noms méconnus, mais dont le ratio cumulé est à 84%, la moitié de ceux-ci ayant un taux de finalisation à 100%. L'analyse de la carte principale de l'UFC 312 sous l'angle des cotes de Paris, c'est maintenant. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Jake Matthews est 35e au classement Fight Minds chez les poids welter. Francisco Prado est 52e chez les légers et monte d'une catégorie pour ce combat. L'Australien a gagné 20 de ses 27 combats professionnels et 13 de ses 20 combats à l'UFC. Avec 5 KO et 7 soumissions, 65% de ses victoires sont avant la limite. Le jeune Argentin de 22 ans fera son 15e combat et cherchera sa 13e victoire chez les professionnels. Il est actuellement à 1-2 à l'UFC. Ses 12 victoires sont réparties en 50-50 entre KO et soumission, un finish rate à 100% donc. Cela fait 7 combats que le palmarès de Matthews est en dents de scie. Après sa victoire contre Flowers, il perd contre Morales et rebondit face à Rowe en juin 2024. Francisco Prado n'a pas eu de cadeau. Ses débuts UFC en février 2023 étaient face à Jamie Mullarkey, défaite à la décision. Il bat ensuite Azetar par KO au premier round et perd dans un Fight of the Night face à Zellhuber il y a un an. Jake Matthews, c'est le gars qui est arrivé jeune à l'UFC, qui donnait l'impression de pouvoir avoir une belle carrière, mais il n'a jamais réellement percé. Il a ce profil un peu bon partout, qui en devient moyen partout. Il fera passer sec debout, il utilise un peu sa lutte. Il accepte facilement de travailler de son dos. Face à lui, on a Prado, plutôt un striker. Il a offert 3 beaux combats, selon moi, à l'UFC. Il aime avancer, il aime aller au charbon, mais son jeu doit encore progresser, même dans sa force, le striking. Pareil pour sa lutte défensive, ça doit encore vraiment monter. C'est important de le souligner, je trouve, parce que face à un Matthews qui a l'air d'être quand même un solide welterweight en termes de format, il pourrait, voire devrait, jouer de ça face à Prado, qui lui monte de poids. Quel est ton read sur ce combat, Brian? Mon read, je pense que l'UFC nous offre Enfin voilà, elle veut que ça se tape, tu vois. Elle nous offre 2 combattants qui aiment l'échange, qui sont plutôt propre, je trouve. Enfin, propre dans le sens l'anglaise, une anglaise comme on aime, assez courte, avec des crochets assez courts et tout. Donc, non, je pense qu'au-delà des noms qu'on a peut-être un petit peu oubliés, parce que c'est pas ceux qui sont sur le devant de la scène, je pense que les matchmakers ont fait un chouette boulot, tu vois. C'est un peu ça l'histoire de cette carte principale. Clairement, en termes de name value, on est ultra déçus. On va être 100% honnête. Mais les 3 premières oppositions qui sont donc pas pour des title shots, le matchmaking est bien. Voilà, il y a un côté. C'est plus l'événement où tu vas regarder. On va pas faire la promotion de ça, mais pour ceux qui boivent, c'est le genre d'événement que tu regardes en buvant. et pour ceux qui ne boivent pas, c'est plus l'événement que tu regardes en enlevant. En tout cas, les 3 premiers combats, tu enlèves ta casquette technique, tu enlèves ta casquette stratégie, et tu kiffes un peu ce qui va se produire parce que ça devrait être divertissant, ça devrait être engagé. Exactement. En tout cas, moi, c'est un peu ça mon read. Et sur ce combat, je pense qu'effectivement, on aura un Zellhuber qui sera un petit peu court. Prado. Zellhuber, c'est le dernier adversaire. On aura un Prado qui sera un petit peu court et effectivement, il va devoir redoubler d'efforts pour pouvoir trouver une ouverture. Ça risque d'être un peu plus compliqué, quoi. C'est ce que donnent les cotes de Paris. Le local Jake Matthews est donné favori à 1,41. Prado est à 2,70. On donne donc entre 65 et 70% de chance à Matthews. Je pense personnellement que ça signifie que les oddmakers s'attendent à ce que Jake Matthews lutte et que la différence physique fasse le travail. Parce que personnellement, sur un combat debout entre eux deux, je trouve que ça se rapproche beaucoup plus. Oui, je suis entièrement d'accord. Voilà. Donc ici, c'est vrai que les matchmakers ont fait un bon taf. Maintenant, prenez ça avec des pincettes. C'est pas impossible que Jake Matthews vienne un tout petit peu pourrir le combat par rapport aux attentes qu'on peut en avoir.
et qu'il aille chercher la victoire avec de la lutte où il utilise plus son physique que progresser vers un TKO en grand endpoint ou une soumission. Ouais. Oui, c'est possible. Hein. De toute façon, sur les combats, on a tous, je pense, le rythme que l'UFC espère. On le sait très bien. Le problème de l'UFC, c'est que les places sont tellement chères que les combattants vont privilégier une victoire que du spectacle de temps en temps, tu vois. C'est ça. Alors, du côté de Jake Matthews, on est en dents de scie depuis 7 combats. Donc, sa dernière victoire, son dernier combat est une victoire. Donc, si tu veux ajouter le narratif à ton analyse, tu dis, la régularité, ça fait des dents de scie, donc il devrait perdre le prochain. Et Prado, il n'est pas vraiment face au mur. Par contre, Prado, il est un peu face au mur. Il a 1-2 à l'UFC. On lui met pas des gars faciles en face. Il n'a que 22 ans. Donc, je sais pas s'il est vraiment face au mur. J'ai l'impression que même avec une défaite ici où il a underdog, on lui donnerait encore une chance. Et, oui, bien sûr. Et voilà, un élément que je vais rajouter aussi dans l'analyse, c'est il n'a que 22 ans, il a plus combattu depuis 1 an. Peut-être qu'il y a une sacrée progression. Peut-être qu'il y a une grosse progression dans son jeu et que ce sera une toute nouvelle version de Francisco Prado. Alors que Jake Matthews, j'ai l'impression que ce qu'on voit récemment, c'est sa version finale, quoi. C'est un gars qui va garder ce niveau, qui sera gatekeeper top 20, top 25 de la division un peu ad vitam. Ouais. Je suis d'accord avec ta lecture. Est-ce que tu restes loin de ce combat? Est-ce que tu te positionnes sur quelqu'un? Est-ce que tu as vu un scénario qui t'intéressait? Je t'avoue que sur ce combat-là, je reste un petit peu loin. C'est pas des profils que je connais suffisamment. Ouais. Et en fait, je mets déjà des unités ailleurs. Mais je comprends. Enfin, comme ça, je mettrais. Si je voulais jouer safe, je mettrais plus facilement sur Jake Matthews, tu vois. Exact. En fait, ici, c'est pas du tout en dog or pass. Non. Là, c'est un. On peut partir du principe avec le fait que déjà stylistiquement parlant, moi je vois Matthews être au-dessus. Au niveau du poids, on a un adversaire qui vient de la catégorie en dessous. Il faut savoir que c'est les catégories de poids, ça existe pour une raison. Il est à domicile, ça fait beaucoup d'éléments. Hein. Je trouve que la cote au final, au vu du combat, est pas mal, tu vois. Moi c'est comme ça que je le lis. Avec une approche intelligente de Jake Matthews, il mérite complètement sa cote. Ah oui. S'il vient avec une mauvaise stratégie de juste vouloir rester debout, accepter d'aller à l'échange, ça se rapproche vachement, tu vois. Donc ça se rapproche plus, mais c'est pas. Donc voilà, ici, moi je vais rester loin. J'ai hésité des deux côtés en fait. Parce que je pense qu'il y a le scénario de Jake Matthews qui vient intelligemment. Je le vois comme probable, et donc dans ce cas-là, la cote, tu peux vraiment imaginer un combat assez facile pour Jake Matthews. Ouais. De l'autre côté, Jake Matthews a pas toujours montré des signes d'intelligence dans ses combats, donc tu pourrais aussi prendre le scénario où il vient un peu pour offrir quelque chose au public. Il semble pas avoir les objectifs de devenir champion en jour, donc il vient peut-être pour vouloir prendre un bonus de soirée. Et ce serait une porte ouverte pour Prado. Il l'a montré contre Azetar qu'il est vraiment capable d'être très dangereux avec ses coups d'à mi-distance. Qu'il est assez explosif, qu'il frappe assez fort. Et donc, si tu vois ce scénario, clairement, le 2,70 a sa valeur. Alors, c'était, oui. Tu vois, si j'hésitais, c'était plus, soit je me mets en confiance avec Jake Matthews et je mets une unité et demie dessus, soit je mets un quart d'unité sur Prado. Tu vois, c'était ça mon hésitation, mais finalement, je décide de rester loin. On enchaîne avec un combat qui ne devrait pas avoir lieu sur la carte principale d'un pay-per-view non plus, mais qui dans un sens devrait offrir un combat assez dynamique qui peut partir dans tous les sens. Jimmy Crute face à Rodolfo Bellato, c'est le 25e contre le 26e au classement Fight Minds. Jimmy Crute sort de sa retraite avec un palmarès de 12 victoires, 4 défaites, 1 égalité et un palmarès neutre, 4 victoires pour 4 défaites et l'égalité à l'UFC. Il possède 5 victoires par KO, 4 par soumission, soit les 3/4 avant la limite. Rodolfo Bellato est à 12-2 et 1-0 à l'UFC. Il a 7 victoires par KO et 4 par soumission, ce qui représente 92% de ses victoires. L'Australien a perdu contre Jamal Hill en 2021, puis a eu son
son égalité contre Manyfield en février 2023. S'en est suivi sa défaite contre ce dernier 6 mois plus tard, l'amenant à prendre sa retraite. Le Brésilien a pris la ceinture du LFA en mai 2023, ce qui lui a ouvert la porte du Contender Series pour la deuxième fois, où il a convaincu cette fois-ci Dana White en gagnant au deuxième round contre l'invaincu Tala. Ses débuts UFC ont été face à Ior Potieria, victoire au deuxième round. Tout d'abord, pourquoi ça n'a rien à faire sur une carte principale d'un pay-per-view? C'est parce que Jimmy Crute est sur 3 défaites et une égalité sur ses 4 dernières sorties, qui remontent à avant 2023, puisqu'après sa dernière défaite, il a pris sa retraite. On doit aller en 2020 pour sa dernière victoire. C'était face à Bukauskas. Je sais même plus s'il est à l'UFC. Je sais qu'il avait sauté. Il a re-signé, je pense. Il a re-signé, il me semble. Ouais. Donc c'est ventre très très mou de la division. Après voilà, si on doit un peu vendre Jimmy Crute, ses combats sont souvent fun et il a soumis Paul Craig. Ouais, vous avez bien entendu, il a quand même soumis Paul Craig, donc ça mérite d'être souligné. À la toute dernière seconde, mais ça mérite d'être souligné. De l'autre côté, on a Bellato, pas avec un R, parce que sinon il n'existerait plus. Certes, il est sur une victoire, mais elle sort vraiment presque de nulle part. Il était à un cheveu de se faire finaliser par Potieria, si je dis pas de bêtises, lui il vient de sauter de l'UFC. L'Ukrainien s'est grillé à vouloir le finaliser et ça lui a permis de faire un comeback assez monstrueux quand même. Moi, je vois ça comme un combat assez chaotique. T'es aligné? Non. Non? T'as un autre read sur le combat? Ouais, j'ai regardé un peu les deux combattants. Donc, j'ai commencé par Jimmy Crute. J'ai fait, oh là, c'est quoi ce truc, tu vois? Je me suis rappelé. Après, j'ai vu la catégorie de poids. Je fais, ah oui, c'est vrai. La cocolouette. Ah non, mais alors lui, c'est waouh. En termes d'intelligence de combat, enfin, je vais peut-être être un petit peu méchant, mais t'es vraiment sur la forme, mais pas le fond, tu vois. Ouais. Genre le gars, il se fait toucher, il recule, il fait deux petits jeux de jambes, il revient dedans, il se reprend une patate, il refait un petit mouvement comme ça, genre esquive à distance, il revient, t'es là, arrête quoi, fais les choses correctement. Début de combat. Déplace sur sa droite, il s'enferme tout seul derrière la ligne. Tu dis, bon, ça commence déjà mal. Juste après, il envoie un low kick, il se prend une droite. Il se dit, bah, je vais envoyer un deuxième, il se reprend une droite. J'ai dit, quoi. Il envoie un troisième, il s'en reprend. Je dis, non, c'est bon. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai vu encore? Ah ouais, et puis alors, son adversaire, il faudrait que je retrouve le nom. Son adversaire commence à reculer. Tu te dis, bon, bah voilà, il va commencer à mettre de la pression. Il avance, il fait 2 pas. Et puis il s'arrête comme ça, il recule pour dire comme si l'autre fuyait, tu vois. Et t'es là, tu fais, oh, mais non, quand même pas, quoi. Et donc l'autre se revient, et c'est lui qui se remet derrière la ligne. C'est hallucinant. De l'autre côté, donc moi ça c'est mon read, hein. C'est mon read, parce qu'à la toute base, quand j'ai regardé les codes, je vois plus d'1 round et demi ou des trucs comme ça, je vois la cote super intéressante, tu vois, genre à 1,70 et tout. Je dis, wow, mais attends, moi je vais miser sur plus d'1 round et demi. Et puis après avoir vu les combats, je fais, ah, c'est pour ça, tu vois. Elles font sens, ouais. Elles font sens. De l'autre côté, Bellato, c'est bien ça, hein, son nom. C'est ça, je suis parti voir. Je le trouve beaucoup plus mesuré. Une bonne gestion de l'espace. Donc, il se replace. C'est pas ultra propre, mais il a des déplacements dans la cage. Il sait où il est. Il reprend son centre. Relativement patient. Je suis d'accord que contre Potieria, il est pas loin de se faire finaliser, mais le démarrage est plutôt bon dans le sens où il cadre, il avance, il encaisse entre guillemets, il y a les kicks, il bloque et tout. Et ce que j'aime bien, c'est que sur ses finishes, il ne cherche pas à frapper extrêmement fort, tu vois. Il va obtenir des frappes par accumulation. En light heavyweight, je trouve ça plutôt bon, tu vois. Que des mecs qui mettent des gros overhands. Donc voilà, donc le côté chaotique, je pense qu'effectivement d'un côté c'est un peu chaotique du côté de Crute, mais je pense que Bellato est capable d'amener un peu plus de pas de souplesse, mais voilà, de direction. Donc voilà. Donc moi je vois une victoire de Bellato. Ok, bah c'est le favori ici, ça fait sens hein, par rapport au narratif de carrière. Même sur l'analyse technique, je trouve que ça fait pas mal de sens. Hein. 1,56 pour Bellato, 2,30 pour Jim Crute. C'est légèrement au-dessus du 60-40.
En plus, un truc, c'est que les parieurs, ils aiment bien se positionner sur ceux qui font preuve de jusqu'au boutisme. C'est clairement le cas de Bellato. Ça a été moins le cas de Kroot sur ses derniers combats. Sur sa guillotine, là, il tape vite. Hein. Ouais, oui, t'as l'impression qu'il avait déjà la retraite en tête. En plus de ça, en général, les parieurs n'aiment pas trop les sorties de retraite un peu aléatoires comme ça où il dit juste je suis trop fort que pour ne pas continuer, un truc comme ça. Donc il y a un solide argument pour Bellato. Le seul contre-argument, moi, c'est je le trouve assez lent. Je le trouve assez lent debout. Kroot, de temps en temps, il fait preuve d'explosivité, donc il pourrait le connecter, il pourrait le soumettre. Finalement, au sol, Kroot, il a plus qu'une corde à son arc, c'est ça qu'on dit. Ouais. Donc ça peut être hésitant. Maintenant, je trouve que 1,56 pour Bellato, ça a potentiellement de la valeur. Alors je me positionne pas maintenant, mais c'est clairement une piste de réflexion pour moi. Est-ce que toi aussi tu as quelque chose? Tu parlais peut-être du temps de combat, ce genre de choses. Non, je vais pas prendre le temps. Non. Parce que je pense que ça pourrait être un KO au premier round. Je pense que Bellato est capable d'attendre, être un peu plus patient et trouver son ouverture au deuxième. Et puis on l'a dit, des combats comme ça. Alors faut savoir que sur les deux typologies des gars, c'est des victoires quasi tous au premier round. Hein. Quand ça se termine, c'est souvent au premier round. Ouais. Enfin des victoires, des victoires ou des défaites plutôt pour Kroot. Mais ah bah écoute voilà, donc j'ai les stats ici. C'est 5 victoires par KO sont au premier round, c'est 2 défaites par KO sont au premier round. 3 de ces 4 soumissions sont au premier round. L'autre, c'est dernier round, dernière seconde, quasi contre Paul Craig. C'est 2 défaites par soumission, c'est premier et deuxième round. Et puis, il y a 3 décisions qui l'emportent. Enfin, voilà. Il y a du premier round et du deuxième round. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Et donc, j'arrive à voir un peu les deux scénarios. Et puis, j'arrive à voir aussi un scénario où on a 2 combattants qui se crament, tout simplement, parce qu'on est dans une catégorie où ça se fatigue vite si ça échoue au KO et que ça y est à la décision. Donc j'ai pas trop envie de me placer sur la durée. Moi personnellement, je vais mettre des unités sur Bellato, je pense. Là j'avais noté que j'ai Ouais, je vais en mettre 2, je pense. Ok. À 1,56, je trouve qu'elle a plus de valeur, même si on reste dans une catégorie avec un peu moins de réflexion. Je trouve qu'elle a plus de valeur que Matthews juste avant. Oui, c'est vrai que si on compare les deux, je peux m'aligner à ça. Je vois plus favori Bellato. Quand je regarde les deux combats, je le vois beaucoup plus favori, alors que la cote le met un peu moins favori. Donc c'est pour ça que je vais mettre 2 unités. Voilà. Après, on est dans une catégorie où il suffit d'une frappe et ça tombe. Kroot l'a déjà prouvé, qui plus est. Ouais. Kroot l'a déjà prouvé. Bellato a déjà été touché, comme tu l'as dit, sur le combat contre Potieria. Ouais. Et moi, Potieria, c'est vraiment un combattant que je trouve questionnant en soi, tu vois. Dans le sens où je trouve qu'il a quand même des bonnes habilités, mais qu'il est soit il est pas dans la bonne catégorie de poids, soit il est trop léger. Ouais, il pourrait être middleweight. Pour moi, il a quelques petits ajustements à faire, mais je peux comprendre qu'il ait réussi à toucher Bellato. Et Bellato a perdu son premier Contender Series, je crois. Hein. En fait, les 2 défaites de Bellato, c'est contre la même personne, c'est contre Vitor Petrino, qui est à l'UFC. Ah ouais. C'est une en 25 secondes, la toute première fois en 2019, et la deuxième fois, le rematch était au Contender Series. Il perd aussi au deuxième round par TKO. Donc il peut se faire connecter, et Petrino, c'est un peu ce profil très fort en début de combat, qui pourrait correspondre à Jim Kroot. Ce qui explique peut-être que les cotes sont un peu plus serrées que ce qu'on pourrait croire. Quoi qu'il en soit... Tu vois, Potieria, il a combattu en 84. Hein. Non. Oui, exact. Ouais, donc bizarre qu'il ait transité et au Contender Series, il l'a fait, il pesait 92 kilos, alors que la limite de poids, c'est 93. Donc c'est possible qu'il ait signé au Contender Series, il est toujours plus léger que le poids. Hein. Ah bah ouais. Donc c'est vraiment beaucoup trop léger pour sa caté, quoi. C'est ça. Ça devrait être un 84. Est-ce Attends, je vois qu'il a raté 2 pesées à l'UFC, c'était pour des middleweight ou quoi? Ah, c'est ça. Son dernier combat à l'UFC, il rate la pesée. C'était middleweight, et genre son 4e dernier combat, il rate la pesée, c'est middleweight, donc il rate de trop... 200 grammes. Ouais. Il rate de 200 grammes. Quel débilos, quoi. C'est ça, en fait, son dernier combat en light heavyweight, c'était contre Bellato.
Et après, il est descendu en middleweight. Peut-être, ouais. En tout cas, donc toi, tu penses mettre 2 unités sur Bellato. Ouais. On en profite pour dire à tout le monde de nous suivre sur les réseaux. Donc, Fight Minds Off sur Instagram, Fight Minds sur Twitter, parce que c'est là où on va publier notre visuel avec nos positionnements, tout simplement. Avant d'avancer, on tient aussi à remercier notre sponsor principal, Unibet.fr. J'aimerais prendre un court moment pour remercier notre sponsor principal, Unibet.fr. C'est grâce à nos sponsors que nous pouvons produire ce contenu et le mettre gratuitement à votre disposition en enlevant les ads sur les différentes plateformes. Unibet.fr est le site qui vous offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Au vu des dangers des jeux d'argent, on vous invite à vous inscrire uniquement si c'est avec une approche ludique et récréative. Budgétez et voyez ça comme une opportunité de vous renseigner davantage sur le sport qui vous passionne. Obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € en passant par notre lien en description lors de votre inscription. Justin Tafa est numéro 19 des poids lourds au classement Fight Minds et accueille à l'UFC Talisson Teixeira. Tafa affiche un palmarès professionnel de 7-4, dont 4 victoires et 4 défaites à l'UFC. Avec 7 victoires par KO, 100% de ses victoires sont avant la limite. Teixeira a signé via le Contender Series et est invaincu en 7 combats, les 7 remportés avant la limite via 6 KO et une soumission. Il n'a jamais dépassé le premier round. Tafa a eu un no contest en juin 2023 contre Austin Lane et l'a battu lors du rematch avant de perdre à la décision contre Williams en mars 2024. Teixeira a battu Arthur Fonseca puis Mateus Fonseca dans la première partie de 2024 pour obtenir sa chance au Contender Series où il a eu besoin de 117 secondes pour battre Lopez et signer à l'UFC. On passe chez les lourds, de nouveau un combat qui fait bizarre sur un pay-per-view, mais bon, 14 victoires à eux deux, les 14 avant la limite, on va accepter. Grosse différence de taille, Talisson mesure 2,1 m et en plus un beau hip ratio avec 2,11 m d'allonge. Tafa est presque 20 cm plus petit et une allonge de 23 cm de moins. On sera en garde ouverte. On doit juste espérer que les deux Gugus ici ne se respectent pas trop et ne s'observent pas trop. Je pense d'ailleurs pas du tout que ça va s'observer. Teixeira est très agressif, trop agressif à mon sens. Il ne joue pas du tout de sa taille. Il se fait toucher par des petits. Il adopte la Philly-Shell en poids lourd. Je suis pas convaincu. Sa confiance en lui, il a vraiment un genre d'aura comme ça, de confiance en lui. Ben, elle me fait peur. Ça fonctionne bien. Ma question c'est jusque quand? De l'autre côté, on a Tafa, ça tape dur, ça compense très bien sa petite taille à l'image de Mark Hunt, je trouve à l'époque, capable d'exploser pour couvrir la distance, capable de venir à la rencontre pour contrer quand l'autre engage. Comment est-ce que tu vois le combat se dérouler? Je vois un KO. KO premier round. Je vois un KO dans le combat, ça. J'ai du mal à voir le truc autrement. En gros, je regardais un petit peu Justin Tafa quand il perdait ou quand ça allait à la décision. La plupart du temps, enfin sur les peu de combats que j'ai regardés, c'est l'adversaire qui mettait au sol, tu vois. Exactement, très bonne analyse. Et donc à partir de là, je me suis dit bon bah déjà lui il va vouloir échanger. Ouais. Donc pour moi c'est un combat qui va rester debout. Justin Tafa il a déjà tapé des très grands. Ouais. Il est patient, il va attendre, voilà, il va avancer, il va. Et puis en une fois, c'est le grand classique hein, des poids lourds qui sont petits, c'est d'être patient, d'encaisser, de prendre des jabs et en une fois exploser, casser la distance et allumer. Donc, mais par contre, Teixeira, c'est quand même cette victoire par KO, c'est ça? 7 sur 7, il me 7 semble. sur 7 Ouais. Il est invaincu ou 6 sur 7. Ouais, c'est ça. 6 victoires par KO, une par soumission, toutes au premier round. Tout au premier round, ouais. Et la soumission, c'est son premier combat. Ouais. Bon, la cote du KO est à 1,20. Ouais, bah dans un côté ou de l'autre. J'ai mis 1,20 point d'interrogation, 3 unités point d'interrogation. Ok. Moi, il y a deux cotes qui m'intéressaient. Il y a le combat se termine dans le round 1, c'est à 1,90. Ça me semble très intéressant parce que je vois vraiment ce combat se finir dans les 5 premières minutes. Sinon, juste Tafa, quoi. Tafa, il est underdog à 2,05. Teixeira, il est léger favori à 1,70. On est sur un 55-45 pour le Brésilien. Ouais, j'ai l'impression que ça va très vite aller à la guerre. Et Tafa a l'air d'avoir un jeu moins brouillon, plus précis, plus posé, plus réfléchi, et ça devrait payer. Alors, on n'est jamais à l'abri. Les stats de Teixeira parlent d'elles-mêmes. Hein, il est capable d'éteindre. De base, quand j'avais vu le combat, les formats et tout, je me dis on va avoir un Tafa qui va gérer à distance, et puis qui va toucher, connecter, finir. Après, j'ai regardé les combats de Talisson et je me dis non, il n'est pas dans la gestion du tout. Il va se faire connecter.
Donc j'hésite. Soit je mets 1,90 parce que ça se termine au round 1, soit je me positionne sur Tafa, soit je réfléchis à faire un calcul qui me permettrait de compenser si c'est l'opposé, etc. Mais donc je me positionne d'office sur ce combat. Et donc toi, t'es sur KO peut-être. KO, oui. Maintenant, je pense que je me pose la question si Texera est un petit peu surcoté, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, et c'est vrai que je trouve que Tafa, il a quand même eu. Enfin, il est arrivé, il était à 3-0 à l'UFC. Ouais, il a fait ses 7 derniers combats à l'UFC contre une opposition bien supérieure à son adversaire, tu vois. Et comme tu l'as dit, il y a 3 de ces défaites, si je dis pas de bêtises, qui sont parce que les gars l'ont lutté. Une seule défaite debout. Et voilà, Talison, Texera, tu regardes. Premier combat contre un 0-0, ok, fine. Deuxième combat contre un 0-1, quand on est là dans ta carrière, ça va. Troisième combat contre un 1-1, ok. Puis tu prends un 4-15. T'es à 4-0, tu prends un 2-1. T'es à 5-0, tu prends de nouveau un 2-1. Et puis tu signes au Dana White Contender Series, tu étais ultra favori à moins 1200. Bon, moi j'ai l'impression qu'effectivement les cotes sont un peu mises en mode ouais, t'as un gars qui est invaincu en 7 combats, qui est jeune, il a 25 ans, il est super grand par rapport à Tafa. Et de l'autre côté, Tafa, t'as un mec, il est à 7-4. Ses défaites à l'UFC, c'est pas des gros noms, hein. Carlos Felipe, Vanderaa et Williams, c'est pas des très gros noms. Mais des gars qui l'ont grappelé. Mais voilà, c'est 3 gars sur 4 qui ont grappelé. Et le premier, il était à 3-0 contre un 5-0 à ses débuts UFC. Il se fait connecter en contre, quoi. Donc moi aussi, il y a à la fois mon analyse des profils et le narratif où je me dis Tafa est sous-coté, Texera est sur-coté, donc la valeur est du côté de Tafa. Donc ouais, je suis en train de plus en plus de me convaincre de plus me mettre sur Tafa que sur le combat se termine au premier round. Ouais. Bah, ça va être la même chose. Moi, je vais réfléchir à ça. Faut que je calcule. C'est vrai que, entre guillemets, si je mets genre 3 unités qui a un KO, ça me fait que. Donc à 1,20, ça va me faire 0,60. Alors que à la cote à 2. Ah ouais, clairement. Hein. Je mets 0,5, je fais quasi le double, tu vois. Je mets 0,3, tu vois. Ouais, je pourrais alors que même. la probabilité est plus importante. Hein. Je pourrais même me laisser tenter par un petit boost, comme j'aime bien faire, tu vois, me positionner sur Tafa avec un certain nombre d'unités, et puis une fraction de ces unités sur Tafa avant 1,5 rounds, c'est à 3,40. Ouais. Donc voilà, encore une fois, suivez-nous, comme ça vous avez nos Et codes. alors, et c'est un kickboxer, hein, donc pour moi, il y a quasi aucune chance qu'il cherche à mettre au sol. Hein. Ah oui, je suis d'accord. Moi, je vois pas le combat aller au sol, si ce n'est suite à un knockdown. Ouais. Donc ouais, écoute, moi je pense que je vais réfléchir aussi. Il y a de fortes chances que je parte sur Tafa. Et par contre, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse vite parce que les cotes elles vont bouger. Hein, Ouais, mais dans quel sens elles vont bouger, tu vois? Je suis persuadé qu'elles vont bouger dans l'autre sens. Ouais. Il y a peut-être des gens qui parient vraiment sur enfin tu vois, il a 7-0, il prend 7-4, Tafa il a pas une bonne réputation à l'UFC. Je sais pas dans quelle direction ça va aller parce que tu regardes sur unibet.fr, je pense que tu as 83% sur Texera, 17% sur Tafa. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui font des combinés comme ça et qui prennent les favoris, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, ils se disent je vais faire ça me fait un gros truc, ça passe magnifique. Et au final, ils regardent pas plus loin, tu vois. Ouais. Tu sais quoi, je garantis déjà 1,5 sur Tafa maintenant. Comme ça, il est à 2,05. Tu m'as convaincu de pas prendre. Il faut se rappeler qu'il a combattu Austin Lane. C'est Austin Lane, c'est ça. Ouais. Hein. Austin Lane, pareil, tu vois, très grand, profil, belle gueule. L'UFC, je pense qu'elle a voulu un peu miser dessus. Et il s'est fait éteindre, tu vois. Clairement. Après avoir mis pas mal de hip-hop. Ça, c'est l'autre combat. C'est vrai que dans le deuxième aussi, c'est vrai, dans la revanche aussi, c'est... D'entrée de jeu. Ouais, tu te dis, allez, tu sors dans no contest contre lui, ça revient. Ouais, c'est les poids lourds, hein. C'est les poids lourds aussi. Non, les hip-hop, pour moi, là, ça va, je suis content, tu vois, ça fait 1 an que je casse la tête à l'entraînement, pendant les shadows, à ce que mes gars ferment les mains, tu vois, ou quand ils sortent avec les doigts vers le... Là, je fais plus de réflexion, tu vois, c'est nickel.
Comme quoi, ça s'apprend. Tu l'avais dit, hein, c'est à l'entraînement que ça se travaille. Ouais, c'est à l'entraînement. Alors ça empêche pas, mais déjà, quand je vois certains qui sont comme ça en train de faire des shadows avec les doigts devant, tu te dis, c'est déjà des mauvaises habitudes, tu vois. Ouais. Futur high poker. Ouais. Allez, on va parler du co-main event. Là, il n'y a rien à dire. Hein. C'est très bien. Weili Zhang revient et défend contre Tatiana Suarez, un combat qu'on attend depuis très longtemps. Hein, vraiment, pour ceux qui suivent un peu la carrière de... Ouais. Moi, ça fait longtemps que je suis Tatiana Suarez, depuis qu'elle a gagné le The Ultimate Fighter. Et je m'attendais à ce qu'elle fasse une ascension vers le titre. Ah oui. Elle a été beaucoup blessée, donc ça a mis beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait à cause des blessures, pas à cause des performances. Donc pour moi, dans ce combat, il y a pas mal d'intrigues et je suis assez intéressé. On en parle juste après notre Tale of the Tape. La numéro 1 au ranking UFC et numéro 4 au ranking Fight Minds, Tatiana Suarez, gagnante de The Ultimate Fighter 23, est invaincue en 10 combats professionnels, dont 7 sous la bannière de l'UFC. Avec 2 victoires par KO et 5 via soumission, elle finalise 70% de ses adversaires. La championne Weili Zhang en est à 28 combats professionnels, dont 25 ont été remportés. Elle affiche 9 victoires pour 2 défaites à l'UFC et en est ici à sa 3e défense de titre consécutive et son 8e title fight au total. 11 KO, 8 soumissions, elle gagne 76% du temps avant la limite. 1m63 avec une allonge d'1m60, la chinoise sera 2 cm plus petite avec un déficit de 8 cm d'allonge. Weili Zhang est agressive debout avec 5.66 frappes qui touchent à la minute et ce sera testé face à une impressionnante statistique défensive chez Suarez. Elle ne se fait toucher qu'une .38 fois par minute. La force de l'américaine, c'est la lutte. Elle obtient en moyenne 2 takedowns par round avec 61% de réussite, ce qui semble prometteur au vu des 50% de défense de takedown de Zhang. Il faut remonter à 2018 pour le 5e dernier combat de la challengeuse. Enchaînant les blessures, elle est peu active. Elle a étranglé Alexa Grasso et finalisé Carla Esparza cette année-là, puis a remporté une décision face à Nina Nunes. Après 3 ans et demi d'absence, elle revient, soumet De La Rosa et Jessica Andrade quelques mois plus tard. Cette dernière sortie remonte à août 2023. Weili Zhang a été beaucoup plus active. Après sa défaite à la split dans la revanche contre Rosa Namajunas, elle rebondit bien dans le rematch contre Joanna, victoire par spinning backfist, et s'en va ensuite étrangler Carla Esparza pour récupérer sa ceinture et commencer ce deuxième run avec déjà 2 défenses contre Lemos puis Yann à l'UFC 300. Petit rappel, avec notre lien en description, vous avez un free bet allant jusqu'à 100 € sur unibet.fr. Comme d'habitude, on vous rappelle, jouez de manière responsable, budgétée et faites ça uniquement de manière ludique pour le fun. Brian, on avait promis une analyse un peu macro de ce combat, donc on va aller un tout petit peu plus dans le détail que le reste. Tatiana Suarez, c'est vraiment dommage qu'elle se soit autant blessée dans sa carrière, mais elle est là. C'est une excellente, vraiment excellente lutteuse grappleuse, à l'image des Dagestanais. Ça rend les strikers qu'elle affronte très attentistes. Par conséquent, elle se fait peu toucher parce qu'il y a peu de tentatives d'attaque sur elle en pied-point. Ses entrées sont pas spécialement propres, ça part de loin, c'est pas super explosif, les setups sont pas ouf, mais par contre, dès qu'elle a la main sur son adversaire, tu sais que la suite va être compliquée pour l'adversaire. Maintenant, voilà, l'adversité pose question, donc je te lance la balle. Est-ce que sa lutte et son grappling sont juste hors pair, ou c'était hors pair face à une adversité moyenne? Tatiana Suarez. Bon alors, je vais être honnête avec vous, j'avais entendu parler, je connaissais pas. Ouais, j'ai entendu Tatiana au début, je pensais qu'elle était brésilienne, donc j'ai regardé le combat. Attends, c'est quoi ces entrées en lutte là, tu vois? J'ai fait, tu vois, comme ça, je fais, attends, il y a un souci là, c'est Tatiana Suarez. Donc je suis parti voir, j'ai vu qu'elle était américaine. Je dis non, elle vient de la lutte et au final, elle a un sérieux pédigré en lutte, tu vois. Ouais. Gros pédigré en lutte. Préparer les Jeux Olympiques, etc., etc. Enfin voilà, elle a été très récompensée pour sa carrière en lutte universitaire et puis bah j'imagine aussi en sa reconversion en lutte freestyle. Donc elle a arrêté sa carrière de lutte à cause de elle a eu un cancer, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça? J'avoue que autant je connais la combattante, autant j'ai pas trop suivi son histoire, si ce n'est qu'elle est en couple avec Patchy Mix, ce qui fait un couple de très bons lutteurs grappleurs. Mais voilà, en dehors de ça, elle a survécu à un cancer, elle a dû être soignée, donc elle a arrêté sa carrière de lutteuse freestyle et puis quand elle est revenue, elle est partie au jiu-jitsu brésilien et elle a fait sa transition vers le MMA. Ah ouais, cancer thyroïde.
Ouais. Attends. Donc c'était entre guillemets. Alors vous allez me dire, ouais, Brian, t'es un peu à la bourre. Oui, c'est un peu tard comme découverte. Je n'ai pas trouvé de combat d'elle en lutte. Donc si vous avez des liens, n'hésitez pas à me les envoyer. Après, j'ai pas non plus cherché pendant 2 heures. Mais en tout cas, je trouve sa lutte extrêmement. Ouais, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Ses entrées en lutte, alors elles sont un peu étonnantes peut-être, mais elle part sur du ce qu'on appelle du switch single leg, tu vois. Donc elle va rentrer, prendre la single leg, tourner à l'intérieur, et donc elle va se retrouver d'elle-même dans une défense qu'on appelle le shin wither, tu vois, avec le bras. Ouais. Et puis elle va faire un long step pour pouvoir récupérer. Enfin voilà, tu as directement une belle visibilité sur ses compétences en lutte. Et je trouve ça vraiment plaisant. Est-ce que c'est lent, ces entrées? C'est toujours pareil en fait. Le truc, c'est que les lutteurs, c'est les très bons lutteurs, on avait la même chose avec Ben Askren, c'est Askren, que ouais. une fois que tu as mis la main dessus, bah après, tu enchaînes. Hein, Ouais, t'avais et Askren. Après, il y a aussi Demian Maia. C'est pas le lutteur, mais une fois qu'il a amélioré sa lutte, c'est un peu le même principe. Il était pas très ouais, rapide, mais une exactement. fois qu'il touchait ton poignet, bah, tu savais que tu finissais avec lui dans ton dos, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, euh, donc je pense pas que les entrées explosives, enfin, les entrées explosives, c'est intéressant, mais si tu as un lutteur lent qui est capable de contrer par du scramble, tu vas être à la bourre, tu vois. Mhm. Donc, non, moi j'étais vraiment étonné. Je trouve elle a un plutôt bon sol. Debout, je la trouve plutôt compétente aussi. Elle Elle travaille joue de sa bien. taille, ouais. Ouais, elle joue de sa taille, elle a des bons kicks, elle est en place. Non, une belle surprise. Alors, je disais, ah oui, t'étais combat attendu. Moi, je trouve que le combat arrive un peu trop tôt, par contre. Tu aurais Alors, voulu que Tatiana Suarez ait un test supplémentaire, parce que c'est vrai que passer de la version actuelle, enfin 2023, donc quasi actuelle de Jessica Andrade vers Weili Zhang, c'est peut-être une je trouve grosse ça trop. marche. Ah ouais. Bon, après, vous serez d'accord avec moi, la catégorie féminine n'est pas très profonde Non. et c'est la différence entre le top et puis bah, le top 5, par exemple. Souvent, il y a une belle différence. Mhm. Mais je trouve ça un peu trop tôt. J'aurais voulu l'avoir avec un peu plus d'adversité. Ouais. Je suis persuadé qu'elle les passerait hein, son adversité. Mais j'ai un peu peur sur ce combat-là qui est comment je pourrais dire ça? Des risques qu'elle va perdre enfin, voilà, que ça s'équilibre par son manque d'expérience, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, quand tu combats contre une adversité qui n'a rien à voir avec ton prochain combat, tu te rassures dans certaines techniques qui passeraient pas à un plus haut niveau, mais tu t'en rends pas compte. Mm, mm. Alors que si tu as une marche chaque fois progressive, ben, tu te rends compte chaque fois de la difficulté qui augmente et ça te permet vraiment de te préparer pour le combat suivant. Et donc quand tu as une marche aussi haute, il faut vraiment qu'elle fasse le taf et qu'elle trouve des partenaires d'entraînement qui lui permettent de visualiser ce qu'elle va rencontrer ce week-end. Mm. Et elle a pas combattu depuis, oh là là, Ouais, il y a un temps. 1 an et demi, quoi. C'est Ouais. ça, hein. Après, elle a l'habitude. Elle a l'habitude, tu vois. Elle a vraiment l'habitude d'avoir des longs moments entre ses combats quand tu regardes. Bon, Elle elle a a eu été un arrêt de active. 4 ans. Ouais, hein. 2019-2023, 3 ans et demi d'arrêt. Ouais. Wow. Elle a vraiment eu des sérieuses blessures, tu vois. Genou, c'était le genou, hein. Elle devait combattre contre Modafferi. Elle s'est retirée en 2021 pour une blessure au genou. Déjà, ça faisait 2 ans. Elle se retire pour une blessure et il y a 2 ans supplémentaires avant son combat d'après. Elle se retire contre... Ah non, Jandiroba, c'est elle qui se blesse. Par contre, Oh justement, là après là. Andrade, on voulait lui mettre Lemos et Jandiroba, qui auraient été des bons tests, justement. Mhm. Mais c'est 2 fois elle qui se retire du combat. En 2024, c'est ça, février et décembre 2024. Donc, il y a eu Oh des là camps, là. il y a eu des camps partiels entre il y a 1 an et demi et maintenant. Mais voilà, elle est restée assez loin, elle a resté quand même très loin de la cage même pendant très longtemps. Et je pense qu'en plus, elle est bien encadrée. Il y a Dr Andy Galpin qui s'occupe de tout ce qui est nutrition et préparation physique de son côté. Moi, je suis un grand fan de ce gars. Donc ouais, elle est bien encadrée sur l'extra, enfin, pas l'extra sportif parce que ça fait partie du sport, mais voilà, l'extra MMA, on va dire. De quoi? Pour Ben, éviter les elle blessures. travaille depuis des années avec Dr Andy Galpin qui est ouais, qui est une Ouais, mais pointure c'est pas le là-dedans, quoi. docteur qui évite les blessures, hein. Ouais.
Oui, mais tu vois, C'est plutôt la méthode d'entraînement, ce genre de choses, quoi. Si à un moment donné, tu te blesses, tu te pètes des genoux, tu te blesses tout le temps, c'est plutôt tes méthodes d'entraînement, tu vois. ouais. Là, par contre, je sais pas Les dans quel sport blessures, elle est. c'est pour moi, c'est l'athlète et le coach et l'équipe qui sont 90% responsables de ça. Donc l'athlète, s'il est trop fatigué de pas s'entraîner, les partenaires d'entraînement de faire attention à connaître le corps humain pour pas blesser, et puis le coach à s'assurer Mhm. à s'assurer que ça tourne par catégorie de poids, que les égos sont mis de côté, enfin tu vois, tous ces éléments-là, quoi. Ouais, et puis je regardais dans quelle équipe elle était, mais si Tapologie est à jour, elle est chez Millenia MMA. Le combattant le plus connu là-bas, c'est Lorenz Larkin. Donc c'est pas l'équipe qui sort du lot. Mhm. Ah, moi, je voulais aller sur son Instagram, ça m'a proposé Tatiana Silva, moi. C'est pas du tout la même personne. J'étais là, je fais, oh. Mhm. Tatiana, tu as raison. On va regarder s'il y a des photos Elle est à récentes Extrême Couture, là, je vois. Alors, est-ce qu'ils sont là pour... Ah non, c'est peut-être pour juste avant. Là, je vois Extrême Couture. Elle a une photo avec. Ah non, je crois que c'est une photo avec Zhang. Non, elle s'entraîne chez Extrême Couture. Ok, ça a bougé, quoi. Ça a Mhm, bougé. mhm. Ok, parlons de la championne, hein. C'est plutôt complet. Un petit bulldozer, quand même réfléchi. Elle frappe sec. Elle a l'air physiquement très forte. Elle vient généralement, ou voire tout le temps, bien préparée. Mhm. Je sais d'ailleurs, et ça j'aime beaucoup voir, elle fait appel au service de plusieurs très bons comptes Twitter, genre Gus29, 21, pardon, Open Note Grappling, dans sa préparation. Je me demande même si il n'y a pas du Jack Slack dans le tas pour sa préparation et les game plans, etc. Donc j'aime bien voir ça. J'aime bien voir ça. C'est Ah un peu, ouais, ça c'est fait très intéressant. 2024. Ouais, parce après ses combats, elle pose avec des logos pour remercier ceux qui l'ont aidé à sa préparation. Et je sais qu'il y a Ghost21 et Open Note Grappling dans le tas. Et je me demande si à un moment j'ai pas vu le logo de Jack Slack aussi. Qu'est-ce qui fait d'elle une championne assez dominante, ou en tout cas quelqu'un qui est dans le top depuis très longtemps? Ah, c'est une question. Ouais. Bah écoute, je pense que comme tu le dis, hein, surtout en termes de préparation, c'est une combattante qui est complète. Physiquement, elle est, euh, elle est vraiment en place. Peut-être, non, même pas. Au niveau de la taille, elle fait 1 mètre combien? J'avais regardé parce que je pensais qu'elle allait être beaucoup plus petite que Suarez, et en fait non, pas du tout. Maintenant, en termes de taille, pour être précis, elle mesure 1,63, ouais. 1,63 avec Mhm. 1,60 d'allonge. Tatiana Suarez, c'est 1,65 avec 1,68 d'allonge, donc il y aura quand même un avantage chez la challengeuse, mais pas super Mhm. notable. Pas tant notable Non, que bah ça. c'est une combattante qui est très très complète. Moi, je trouve son striking peut faire peur. Je pense qu'elle tape fort. Elle a un gros cardio. Elle est compétente partout. Tu l'as dit, elle arrive bien préparée, game plan. Elle s'entoure bien. Elle va vraiment chercher à s'entourer. Moi, je sais qu'à un moment, enfin, je me demande si elle a demandé à Billy Bigello, tu vois, le Ouais, coach de lutte au Japon, là, de Kaya Sakura. Et à un moment, elle voulait l'embaucher pour ses camps, etc. Enfin, en Chine, pour qu'il puisse venir. Donc, elle va vraiment chercher, comment je pourrais dire ça? Elle va vraiment chercher des personnes compétentes, mais surtout en dehors un petit peu du pays. Elle va se ouais. déplacer. Je pense qu'elle a compris que ben, la Chine, c'est une grande nation du combat, un grand pays, mais l'information, elle est mondiale, quoi. Elle avait fait un camp chez, ou plusieurs même, hein, chez Cerudo, au Fight Ready, Ouais, donc dans le passé. elle est entourée de ses coachs qui parlent la même langue qu'elle. C'est logique, c'est normal. Elle a besoin de conseillers auprès d'elle, mais elle a compris que le MMA, c'est un sport international, que l'information est mondiale et qu'il ne faut pas s'en priver pour s'améliorer via ce chemin-là. Donc ça montre une grande intelligence aussi. Ouais. Et la raison pour laquelle elle est championne. Ouais, et en plus, voilà, elle a pris le titre, elle l'a défendu plusieurs fois, elle l'a perdu, elle est allée le récupérer, elle est Mhm. sur plusieurs défenses de titre, donc elle est restée assez régulière. Elle a juste Régulière. Ouais. Rosna Majunas sur son parcours, quoi, c'est ça, hein. Et mentalement aussi, ça veut dire que même quand Ouais. tu arrives au top, tu es encore en train d'avoir la motivation, de vouloir continuer, de rester championne, de rester au top, de continuer à te former, et t'es pas dans une sorte de c'est bon, je suis champion,
Personne n'a rien à m'apprendre, entre guillemets. T'as l'impression qu'en tout cas, quand elle s'entoure, elle est là pour écouter et pour apprendre. Ouais, c'est ça. Elle a le côté très martial, Ouais. l'approche très martiale des sports de combat. Au final, l'analyse des game plans macro est assez simple. Tatiana Suarez doit imposer son jeu habituel. Weili Zhang doit lui en empêcher, mais marquer assez de points debout pour s'assurer la décision. Si on y arrive, tu dirais une clé ou deux clés de chaque côté dans les grandes lignes. Ah bah pour moi, la grosse clé pour Weili Zhang, c'est le synchrone. Hein. C'est un format qu'elle connaît bien, ce qui n'est absolument pas le cas de Suarez, si je dis pas de bêtises, mais je pense pas qu'elle est exact, jamais. Jamais. Donc le synchrone, pour moi, c'est vraiment la clé. Le synchrone, la capacité à prendre 3 rounds et à l'emporter, malgré un premier round difficile. Weili Zhang, elle l'a eu, hein, son premier round difficile contre Xiaonan Yan, si je dis pas de bêtises. Non, c'est l'inverse. Elle a failli soumettre Yan dans le premier round. Et après, elle était fatiguée, donc elle a dû, aller chercher 2 rounds en plus. Ah ouais, les 3 premières minutes du premier round n'étaient pas difficiles pour Weili Zhang. Elle se prend un petit knock, elle se fait mettre au sol. Ah oui. Il y a, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où les 3 premières minutes, mentalement, tu dois être... Ouais, mais là, en termes de mental, je pense que ce dernier combat à l'UFC 300, elle a tout prouvé, quoi. Oui, voilà. Donc, c'est dans le 3e round qu'elle prend un knock. Dans le premier, elle tombe sur ses fesses quand même. Ouais, exact. Ouais. Enfin, dans tous les cas, je pense que sa clé du combat, effectivement, on le sait tous, ça va être de rester debout. Mais dans la fatigue, je pense qu'elle peut trouver une ouverture, mettre au sol et frapper. Donc, je pense qu'elle peut rester complète. Elle doit faire un camp où elle sera complète. Je pense qu'elle peut trouver ses ouvertures partout. Mais une fois qu'on aura passé un peu le deuxième round, tu vois. Ouais, et je pense qu'il y a un moment où elle devra aussi jouer la carte de l'agressivité. Je pense que Tatiana Suarez sur le pied arrière, ça va pas être la même chose que sur le pied avant. Exactement, mais pas au premier. Peut-être pas dès le début. Ouais, voilà. Peut-être pas dès le début. Je pense que ça va être vraiment son truc. Elle arrive confiante, synchrone. Pour moi, c'est quasi cadeau pour elle. Si elle passe les 2 premiers rounds sans se faire mettre au sol, enfin sans se faire étrangler, le reste ça va être cadeau. Alors on est au bord du piquem pour ce combat. Zhang c'est hallucinant. Hein. Ouais. Moi, je trouve ça hallucinant. 1,88 pour la championne, donc elle est même légère underdog. 1,82 pour Suarez. J'avais regardé plus tôt dans la semaine, Zhang était favorite, donc l'argent rentre sur la challengeuse. On est sur un 52-48 là, hein, c'est très serré sur papier. Et le changement est absolument hallucinant. Je suis allé regarder les cotes hier à l'international. Zhang avait ouvert à moins 225, soit 1,44. On était sur un 65-35 au moment de l'ouverture des cotes. Et ça a basculé de l'autre côté en 52-48. Donc les gens ont une confiance énorme sur Tatiana Suarez et je pense pouvoir t'expliquer pourquoi. C'est de la confiance ou c'est du chauvinisme? C'est de la statistique. Parce que je t'avoue que de base, j'étais attiré par l'analyse statistique. Zhang ne défend que la moitié des takedowns qu'on essaye sur elle. Suarez, elle en place 2 par round avec 61% de réussite et elle a le plus haut temps de contrôle de la division et l'un des meilleurs striking differential de la division aussi. Ça, je le mets un peu de côté, mais voilà, ça rajoute un truc à la stat. Donc, je t'avoue que effectivement, si c'était un 65-35 pour Zhang, je me serais positionné sur Tatiana Suarez pour les raisons statistiques. Maintenant, les changements des cotes m'ont clairement refroidi. Et toi, j'ai l'impression que tu vas te positionner sur Zhang. Non. Là, je pense pas que je vais me positionner sur ce combat-là. Ok. Non. C'est clair que si tu regardes pas la statistique, tu as d'un côté une championne, on va pas dire dominante parce qu'elle a perdu, mais elle est restée quand même dominante dans le sens où elle est restée au top depuis des années. Ouais. Qui a l'expérience des synchrones, qui sait faire ses synchrones, qui sait passer la tempête, tout ce que tu veux. Et qui est underdog, entre guillemets. Ouais. Et en face, tu as une combattante qui a 3 combats sur 5 ans. Enfin, voilà, qui n'a pas combattu depuis 2 ans, non? Ouais, je suis d'accord. En fait, tu as le côté statistique qui va peut-être à l'avantage de Suarez. Tu as le côté narratif qui va plus à l'avantage de Zhang. Et si tu fais une analyse technique, tu vois des chemins pour la victoire des deux côtés. 2019. Ouais, moi, je vois quand même un gros chemin, tu vois, un gros chemin pour Tatiana Suarez, qui est de mettre au sol, contrôler au premier, trouver une soumission, un étranglement arrière, premier ou deuxième round.
Et puis après, il y a plus de chemin je vois plus de chemin pour Suarez, tu vois. Et donc, quand tu as un énorme boulevard comme ça, je pense que Willy Zhang va avoir les conseils de dire, cette porte-là, c'est impossible que tu la laisses ouverte. Tu défends tout, tu circules, tu te replaces. Écoute, moi je vais rester loin parce que je peux voir les deux scénarios. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Et c'est pour ça que c'est un piquet mais au je final. trouve que c'est hallucinant quand tu vois le narratif, quoi. Mm-hmm. Quand tu vois le narratif, tu te dis mais comment elle peut être aussi favorite. Et donc c'est pour ça que je trouve que ce combat est trop tôt. Parce que pour moi, Tatiana Suarez, en termes de compétences, je la pense supérieure. Okay. Je pense qu'elle aurait une saison de plus avec 2 combats où elle a montré la régularité, que elle étrangle. Le combat se fait dans 1 an. Je mise sur Suarez sans aucun souci. Mais là, c'est compliqué, je trouve. Et j'entends que non, c'est pas parce qu'il y a un long layoff que tu vas perdre, mais on l'a vu le week-end dernier avec Mike Davis. Il revient, c'est pas la même personne, tu vois. Ouais, et ça peut être pas la même personne dans le bon. Enfin, c'est un facteur X, ça peut aller dans un côté comme dans l'autre, mais souvent c'est du mauvais côté. D'ailleurs, elle a quel âge Suarez, je me demande. Franchement, je trouve que c'est vraiment, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. On a des longs layoffs et ça revient, c'est beaucoup mieux. Le mec, il est ou la nana est vraiment beaucoup plus concentré, maturité, frais, etc. Tout passe. Des retours où le gars, tu sais pas ce qu'il a fait, il se dit tiens, j'ai besoin d'argent, il revient et scata, tu vois. Je pense qu'elle sera bien. Physiquement, je pense qu'elle sera très bien. Mais je pense que le manque d'expérience, ça va être difficile. Par contre, la France va à l'encontre de l'international. Parce que si tu dis que les cotes se sont resserrées, c'est qu'il y avait beaucoup d'argent qui rentrait sur Suarez. C'est comme ça que les lignes vont suivre leur cours. Sur unibet.fr, 90% des gens sont positionnés sur la championne. Ouais, je pense que... moi, je trouve ça logique. La cote de 1,40 me semblait logique, tu vois. Ouais, par contre, effectivement, il y a plein de narratifs dont on peut parler, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui, à l'aveugle, voient un champion underdog, ils mettent sur le champion. Et ça fonctionne bien, ça fonctionne généralement bien. Stipe contre Ngannou la première fois. Il y a pas longtemps, Merab contre Oumar. Ça arrive souvent qu'un champion soit underdog et en fait, il n'y avait pas de raison qu'il le soit. Donc ici, on est dans ce cas de figure maintenant. Je sais pas si ça va durer longtemps. Je sais pas si ça va se rééquilibrer. Zhang va finir favorite. Ça va être intéressant de suivre les mouvements. Moi, je réfléchis encore. Je t'avoue que quand tu as un pick-em comme ça où tu vois des chemins de victoire d'un côté comme de l'autre, tous ceux qui nous écoutent, si vous avez un read sur le combat, clairement, partagez-le. Voilà, partagez-le et puis mettez-vous dessus aussi parce que là, typiquement, je crois que les deux cotes sont intéressantes. Si ce scénario-là, je le vois bien passer. Moi, j'aurais tendance à partir sur Zhang. Par contre, je préférais Suarez, mais bon. Ça m'intéresserait plus de voir par contre une victoire de Suarez, clairement. Ok, intéressant. D'autant plus que Suarez est déjà monté aussi chez les flyweight. Donc si elle commence à dominer chez les strawweight, qu'elle est régulière, qu'elle arrête de se blesser, on pourrait aussi voir une Suarez se challenger dans la catégorie du dessus. Et qui sait, peut-être que Manon sera championne à ce moment-là. Donc voilà. Passons au main event. Les styles bizarres qui marchent, qui se rencontrent pour la deuxième fois, chacun avec 25 minutes d'expérience vis-à-vis de l'adversaire. Le challenger Sean Strickland est le contender légitime au niveau des rankings UFC et Fight Minds où il pointe à la première place. Strickland affiche un palmarès professionnel de 29 victoires en 35 combats, dont 22 ont été faits sous la bannière de l'UFC, avec 16 remportés. 11 victoires par KO et 4 par soumission, il finalise un peu plus de la moitié de ses victoires. Le champion Dricus du Plessis fera son 25e combat professionnel. Actuellement à 22 victoires pour 2 défaites, il est invaincu en 8 combats à l'UFC. Il a remporté 91% de ses combats avant la limite avec 9 KO et 11 soumissions. Les deux adversaires ont exactement la même taille, 1m85 et la même allonge, 1m93. Debout, les volumes se ressemblent. 6.18 frappes qui touchent à la minute pour le champion, 6.01 pour Strickland. Défensivement, Strickland possède une statistique impressionnante avec 61% contre un bon 54% du côté de Du Plessis. Ce dernier est plus actif dans la recherche de la lutte avec 2 tentatives par round en moyenne et une qui passe. Cela sera testé face à la défense de Strickland qui s'élève à 77%. Après avoir battu Nassourdine Imavov en janvier 2023, Sean Strickland a éliminé Abus Magomedov pour obtenir son title shot, remporté en tant que gros underdog contre Israel Adesanya. Il échoue à sa première défense contre son adversaire du week-end et rebondit face à Paolo Costa pour obtenir sa revanche. Dricus du Plessis a soumis Darren Till en décembre 2022,
puis a gagné par TKO contre Derek Brunson avant de surprendre face à Robert Whittaker. Il obtient son title shot, prend la ceinture à Sean Strickland et la défend en soumettant Israel Adesanya dans le 4e round. Bon, Brian, on l'a analysé cela au complet cette semaine. Ceux qui n'ont pas vu, vous trouverez ça facilement sur notre chaîne. Abonnez-vous si c'est pas encore le cas. Les cotes n'ont pas trop bougé, voire pas bougé du tout. Je me souviens plus exactement depuis mardi. Dricus du Plessis est à 1,43, Strickland est à 2,65. C'est un 65-35 qui tend tout doucement vers le 70-30. Est-ce que ça vaut le coup d'aller sur le dog? Est-ce qu'il y a un scénario qui te plaît? Est-ce que tu as une confiance telle en Dricus du Plessis que sa cote te semble intéressante à 1,43? Là-dessus, je sais pas. Je pense que je vais rester loin. En fait, le truc, c'est que si le combat en soi m'intéressait pas sur le côté, enfin voilà, je vais regarder ce combat-là. Et j'ai du mal à regarder les combats quand j'ai un peu misé dessus, tu vois. Parce que j'ai un coin de ma tête qui dit, t'as mis là-dessus, l'autre a perdu. Tu vois, en fait. Ouais, tu le regardes différemment. Je le regarde différemment. Si je regarde par exemple sur le nombre de rounds, je vais plutôt regarder les rounds plutôt que le combat. Donc il y a de fortes chances que je me mette loin de ce combat-là. Pour pouvoir le kiffer, ouais. Ouais, mais comme ça, je t'avoue que en première impression, j'aurais mis 2 unités sur Dricus. Je suis relativement confiant pour toutes les choses qu'on a pu dire, tous les rides qu'on a pu avoir en début de semaine. Je suis relativement confiant que c'est lui qui sera capable d'avoir les meilleurs ajustements et de l'emporter. Et c'est pour ça que je regarderai plus sur le vainqueur que sur comment ça va se dérouler le combat, tu vois. Parce que je suis capable de voir aussi un finish. Ah ouais, c'est ça le truc. J'ai vu quelqu'un qui avait partagé sur Twitter pas mal de combats pour un titre où le premier va à la décision, le deuxième se termine. Rory McDonald contre Robbie Lawler, John Jones contre Gustafsson. Je sais plus quels sont les autres exemples, mais il y en a quand même pas mal dans ce cas de figure, donc on peut s'attendre à ça aussi. Ici, moi, je regardais certaines cotes, je voyais plus de 3,5 rounds, c'est à 1,38. C'est pas grand chose, hein. C'est pas grand. Après, voilà, c'est grosso modo, est-ce que tu as plus confiance entre une victoire de Dricus ou le combat qui dure plus de 3,5 rounds? Parce que c'est grosso modo 1,38, 1,43, c'est quasi la même chose. Donc moi, c'est une question que je me pose quand même. Je suis plus confiant pour Dricus, personnellement. Ah ben voilà. Et je pense qu'il y a une raison, il y a une vraie raison qui est justifiée pour laquelle Dricus est autant favori alors que le premier combat est une split. En général, si tu as un premier combat qui est une split avec peu d'évolution d'un côté comme de l'autre, parce que c'était il y a 1 an, le rematch devrait se rapprocher du pick-em. Ouais, entièrement d'accord. Et là, c'est pas le cas parce que on a un peu tous cette même analyse. Dricus est celui qui a le plus d'ajustements à faire pour se garantir un peu plus la victoire. Sur l'ensemble du combat, on a vraiment cette impression que Dricus avait plus la dalle. En plus de ça, tu rajoutes au fait que Strickland, son combat contre Paulo Costa, on voyait pas cette dalle non plus qui serait nécessaire, qui sera nécessaire ce week-end. Donc ça met pas en confiance par rapport à Strickland. De l'autre côté, ça reste une hésitation chez moi. Voilà, Strickland à 2,65. Ça peut, pour une fraction d'unité, pour une demi-unité, voire moins, ça peut m'intéresser. Il y a quand même Nick Sick dans son coin. Peut-être que Nick Sick a trouvé des ajustements à faire qu'on n'a pas spécialement vus ou qu'on pense pas Strickland être capable de faire. Travailler plus avec son jab, être un peu plus agressif, vouloir mettre plus sur le pied arrière, avoir un peu travaillé sa lutte défensive pour pas se faire surprendre par rapport à ça. Il est conscient de ce qui s'est passé. Ma théorie de l'intelligence artificielle machine learning version Strickland. Voilà, tous ces éléments, si je les mets ensemble, je me dis, tu pourrais te laisser tenter, Chris. Ouais. Mais ça demande de la réflexion. Après, Eric Nixick, même lui le dit, c'est un coach qui n'est pas forcément des plus cérébraux, tu vois. C'est un coach qui est beaucoup plus dans l'empathie. C'est un mec que tu as envie d'avoir. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui peut te parler, qui va parler à ta personne, pas au combattant, pas à qui il est. Et je pense que c'est vraiment le genre de coach parfait pour des combattants comme Francis ou comme Strickland, des gars comme ça qui ont une image extérieure, pas du tout la même, on est d'accord, mais voilà, où enfin voilà, il y a l'image extérieure et puis il y a on va dire le petit enfant à l'intérieur, tu vois. Ouais.
en dessous de la carapace, il y a cette personne, et il est pas capable de toucher cette personne-là, de montrer que c'est possible, montrer qu'on peut devenir champion ou de passer au-delà de difficultés, qu'elles soient mentales, etc. Donc c'est pour justement, ça un des ajustements, désolé, je t'interromps, mais des ajustements hors technique, hors stratégie, c'est, mec, tu dois vouloir de nouveau être champion. Et donc Nick Six serait capable de mettre ça dans la tête de Strickland et d'avoir une version de Strickland beaucoup plus affamée dans la cage, ce qui pourrait un peu changer la donne quand même. Ouais, peut-être. J'essaye de me convaincre parce oui, que en fait, je comprends. Je me positionne pas beaucoup sur ce pay-per-view, donc je sais pas. J'essaye de me convaincre peut-être sur le combat de Zhang ou Tatiana. J'essaie de me convaincre sur le main event. Voilà, pour l'instant, le seul où je suis assez, j'ai foncé dessus, c'est le combat poids lourd. Bah, on en a parlé la semaine dernière, je pense, sur les paris, que c'est vrai que les main events, les gros combats qui sont attendus, souvent les cotes sont bien faites. Ouais. Quand c'est du 50-50, bon bah effectivement c'est du 50-50. Quand c'est relativement serré ou que tu as un dog or pass, effectivement c'est un vrai dog or pass. C'est pas genre le dog est sous-coté. Et c'est vrai que bah là on a un peu ça, tu vois. On se place plus facilement sur les premiers combats où il y a des choses qui questionnent que sur les derniers. C'est clair. Et ouais. Écoute, moi, je pense que je vais, surtout pour les raisons, j'ai pas envie trop de me prendre la tête en regardant ce combat-là. J'ai pas envie de me dire, mais c'est vrai que comme ça, à première vue, j'aurais mis sur Dricus, relativement confiant et avec tout ce dont on a parlé. Ouais. Mais par contre, c'est clair que j'en ai déjà parlé aussi. Ma préférence, je pense qu'une victoire de Strickland augmentera drastiquement les chances pour Nassourdine de combattre plus rapidement pour la ceinture. Ouais, on est d'accord là-dessus. Ok, on a fait le tour. Les amis qui sont encore connectés, merci à vous. Ceux qui sont pas encore abonnés, faites-le. Le petit commentaire pour donner la force aussi. Mettez vos pronos si vous n'êtes pas des parieurs. Mettez les positions que vous prenez si vous êtes parieur. Si vous jouez juste avec des unités fictives comme nous, la section commentaires est à vous. Les amis, merci Brian, merci. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.